Je vais modestement parler du projet, du programme, de la Chambre de commerce transfrontalière. Je vais parler de transfrontalier en matière économique devant des gens qui connaissent ça par cœur et qui en ont fait bien avant que BRTA n'existe et que BRTA arrive à faire peut-être quelques petites choses parce que le transfrontalier ne date pas de juillet 2010, date de création de la CCI transfrontalière. Donc effectivement, le 1er juillet 2010, la Chambre de commerce de Bayonne, Pays Basque, et la Chambre de Guipuscoa ont décidé de créer une entité spécifique dédiée aux relations transfrontalières, à la collaboration économique transfrontalière. Tout ça parce que depuis de nombreuses années, les deux chambres de commerce, et également celle de Navarre d'ailleurs, menaient déjà des missions économiques. Elles avaient créé un salon transfrontalier qui avait connu 3 éditions, un à Bayonne, l'autre à Ficoba, et la 3e édition était à Pampelune. Ce petit supplément d'âme, c'est quand ils parlent basque tous les deux, parce que forcément ça fait gagner du temps en confiance. En grenal, parce que valeur, même langue, même culture, même valeur, etc. Mais force est de constater que, en tout cas en Iparaldé, des dirigeants bascophones, il n'y en a pas non plus énormément. Donc il y a ce problème de langue, de communication qui pose un problème, mais qui est aussi, pour des gens d'ici, une opportunité de travail, parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui de l'autre côté qui sont à la recherche de francophones pour le marché français, pour développer une activité vers le marché français, une activité plutôt commerciale, plutôt marketing, etc. Mais là, il y a un jaillissement, d'après moi, un jaillissement d'emplois possibles, parce qu'ils sont à la recherche d'un profil français, francophone, éducation française, etc., etc. Enfin, Beignat, je ne veux pas te dénoncer, mais bon, je pense que tu pourrais apporter témoignage également. C'est effectivement à la recherche de comment ouvrir un marché avec quelqu'un du cru, en quelque sorte, un Français de France, quoi. Donc là, il y a un jaillissement d'emplois. Et à contrario, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs qui sont intéressés par le marché du Sud parce qu'il y a quand même, bon, je sais qu'il y a la crise économique, mais il y a quand même des gisements d'emplois, etc. possibles pour des gens d'ici. Des jaillissements d'emplois parce que ils sont ceux qui le tentent en tout cas, il y en a à l'Estia, il y en a dans d'autres entreprises, ils remarquent qu'ils sont qu'on leur fait confiance plus vite, qu'ils arrivent à des postes à responsabilité beaucoup plus vite que dans des entreprises françaises, franco-françaises, voilà. Il n'est pas rare, vous connaissez évidemment les entreprises de l'autre côté, où il y a des jeunes de 35, 40, 45 ans, parce que malgré ce que veulent bien nous dire les États, 45 ans, on est encore jeunes. Donc, les 35, 40, 45 ans, qui sont à des postes de réelle responsabilité. Voilà, des unités, des jeunes, dernièrement un jeune de 38 ans et demi, 39, qui est parti comme responsable d'une unité en Inde, par exemple, pour Danubat. Voilà. Donc, voilà, il y a une arrivée plus rapide à des postes de responsabilité de l'autre côté. Après, je ne sais pas mesurer de quelle quantité d'emplois, de quel réservoir d'emplois, de quel réservoir de postes d'emploi on est en train de parler. Mais des possibilités, il y en a. De complémentarité, là aussi, entre les deux territoires au niveau de la création d'emplois. Mais la difficulté est que BRTA, à sa petite mesure, peut mener ponctuellement, ça nous arrive d'identifier, d'accompagner le recrutement de certaines personnes, d'un côté comme de l'autre, etc. Mais le mener de façon plus globale, plus
stratégique, j'allais dire, il faut se baser sur des organismes existants, ou la collaboration avec l'INDD, Pôle emploi, etc. Ou, pour l'instant, et en ce qui me concerne, je n'ai pas trouvé ces dynamiques. Mais peut-être qu'elle existe, et si on a des connaissances, je suis preneuse. Il y a une dynamique qui va dans un seul sens pour le moment, et malheureusement pour l'Espagne, ce sont les embauches d'Espagnols en Allemagne. Et l'Allemagne, pour attirer les Espagnols très formés, très capacités, c'est de leur faire pendant 6 mois des cours d'allemand pour qu'ils puissent. C'est un exemple. Un exemple. Voilà. Mais même en Allemagne, ils peuvent très bien parler anglais aussi. C'est une langue mais bon, ici, il n'y a pas de. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas identifié d'action structurée, stratégique pour accompagner cette possible complémentarité au niveau de l'emploi. Mais je suis persuadée qu'il existe des pistes évidentes. Après, sur l'économie, si vous voulez, il y a deux cultures totalement différentes, enfin, pas totalement différentes, mais il y a deux cultures entrepreneuriales assez différentes d'un côté et de l'autre. Hein? Moi, je suis convaincue qu'il y a des complémentarités, mais il faut passer non seulement la barrière linguistique parfois, mais aussi la barrière de la culture entrepreneuriale. On n'a pas la même façon de mener une entreprise côté français, nord, hein, et côté espagnol. Ils ont une approche beaucoup plus anglo-saxonne de l'économie. La prise de risque, on parie pour voir. Moi, j'ai assisté à des rencontres de façon caricaturale. Hein, un chef d'entreprise ici qui demande un prévisionnel sur 3 ans, un chiffre, une perspective, les financements dont il va pouvoir bénéficier, etc. Et un chef d'entreprise de l'autre côté qui dit mais on s'en fout de ça, on y va, j'y crois moi. Voilà. Et donc ça c'est compliqué. Il faut expliquer, il faut une médiation pour dire il faut créer la confiance. La confiance elle ne se crée pas en 1 minute. Une coopérative de 17 salariés qui travaille dans l'industrie mécanique, parce qu'on est fabricant de moules pour injection plastique. Alors moi je veux parler plutôt, plus que du côté gouvernance, parce que bon, nous sommes aussi une coopérative, mais plutôt du côté transfrontalier. Parce qu'en fait, Olaveria s'est toujours tourné vers le transfrontalier depuis sa création. En 1980, bon, la société s'est créée en 1980 par Beñat Castorel, Hisperitz. Et très rapidement, en 1983, elle s'est constituée en tant que coopérative. Grâce à la venue de 2 salariés qui étaient des réfugiés de Biscaye. Donc en fait, c'est tous les 3 qui ont créé véritablement la coopérative Olaveria. Donc déjà à travers d'un Lapourtard et de 2 Biscaïtars. Ce qui déjà voilà, lance un petit peu. Alors ensuite, très rapidement, la société s'est tournée vers le monde du moule, donc de la mécanique de précision, mécanique industrielle. Et on peut se demander pourquoi la société véritablement a cette volonté de travailler dans le transfrontalier. Pour 2 raisons. Bon, déjà, il y a une question philosophique. J'ai toujours eu une volonté de travailler entre Basques avant tout, sans jamais écarter les autres, bien sûr. Et puis aussi, il y a un côté pratique qu'on ne peut pas négliger, qui est tout simplement que quand on est dans l'industrie et qu'on est de ce côté, on se rend compte qu'on a un tissu industriel très dense et très important, en Guipuscoa notamment, et aussi en Biscaye. Donc très rapidement, lorsqu'on a besoin d'un fournisseur, plutôt que d'aller le chercher à Lyon, à Lille, à Paris ou encore plus loin, et ici, à 1 demi-heure, on va trouver le fournisseur qu'il nous faut, avec les compétences qu'il nous faut. Donc on a une évidence dans notre sens à nous, c'est évident. Au niveau des clients, mais c'est un petit peu la même chose qui nous est arrivé, c'est ce côté proximité. Nous, on fabrique des outillages, qui sont des outillages assez complexes, de la mécanique de haute précision, et des outillages qui vont devoir être testés. Testés d'abord chez nous, puis testés chez le client. Et à ces outillages, il va leur arriver, ces outillages qui durent à peu près 10 ans, donc il va leur arriver un peu de tout, de la maintenance, de la réparation, et de tout. Et d'avoir son client à côté, et ça devient rapidement un grand avantage
surtout pour les moules à haute technicité. Donc nous, rapidement, pour des sociétés, on est devenu intéressant parce qu'on était à proximité. C'est le cas notamment de la coopérative Maillère, pour qui on a travaillé jusqu'à 60% de notre chiffre d'affaires. C'est quand même un peu beaucoup, voire un peu trop. Parce qu'avec eux, on faisait des moules de haute technicité et on avait cette proximité qui permettait de faire les essais chez eux, rapatrier les moules chez nous, repartir, revenir. Et ça, dans la journée même, on pouvait revenir chez nous, préparer et ramener. Alors que rapidement, dans le monde du moule, les concurrents qu'on avait, ils se retrouvaient au Portugal ou en Chine. Voilà, c'était plus du tout les mêmes histoires. Donc on a travaillé. Il y a Guernica. Il y a Guernica. Et historiquement, notre très grand client qui est à Chola-Lucé, donc à côté d'Algoibar, qui lui fabrique des tournevis et ce genre de pièces. Et qui lui aussi demande des moules à haute technicité où il y a énormément de mise au point, donc énormément de va-et-vient à faire et beaucoup de collaboration à avoir. Et donc là aussi, c'est très intéressant d'avoir un client qui soit à proximité. Alors dans notre histoire, voilà, il y a eu notamment Maillère qui a été notre grand client jusqu'aux années à peu près 2002 jusqu'à 2005. Puis la crise automobile frappant très fort nous a obligés à nous écarter progressivement, pas progressivement, en un an et demi, quitter complètement le marché de l'automobile. Donc c'était une période assez difficile pour la société parce qu'elle allait se reconvertir dans un autre secteur complètement. Mais bon, c'était une époque où c'était encore faisable, et donc la société a réussi à le faire. Et depuis, au niveau des clients, c'est vrai qu'on a toujours donc Esséna, ce client qui est à Chola-Lucé, Maillère avec qui on continue à travailler un petit peu, et puis toute une série de clients assez ponctuels. Au niveau des fournisseurs, comme je le disais, la proximité et le fait que le tissu de l'autre côté soit très dense, on travaille au niveau de notre sous-traitance en majorité avec des entreprises de Guipuscoa et de Vizcaya. Mais voilà, des deux côtés, parce qu'il y a le côté philosophique qui nous attire toujours vers là-bas, et parce qu'il y a le côté pratique et économique qui est d'avoir le fournisseur à côté. Ça c'est un petit peu pour l'historique dans le transfrontalier. Alors, pour aller toujours un petit peu plus loin, et surtout parce que la société en a eu besoin, surtout à partir de 2009, une crise assez importante a frappé tout le monde industriel, et notamment les moulistes. Donc les moulistes, en fait, sont toujours dans la phase de nouveaux projets, parce qu'on crée un nouveau moule pour un nouveau projet. Donc en 2009, la grande crise économique a bloqué tous les nouveaux projets, et donc les moulistes se sont retrouvés dans une situation assez compliquée. Et il a fallu, pour Olaveria, qui avait perdu à peu près 25% de son chiffre d'affaires, il a fallu trouver des voies de sortie. Il a fallu trouver d'autres secteurs, d'autres matières, d'autres choses. On était un petit peu dans cet impératif-là. On a commencé à chercher, et c'est ça qui nous a mené vers un grand projet transfrontalier qu'on a actuellement. On s'est tourné vers une matière qui était proche du plastique et du caoutchouc dans ses manières d'être travaillées, qui est le silicone liquide. Et on a commencé à mener une réflexion autour de ça. Très rapidement, il y a la société Sicaucho, qui est une coopérative à Verriatois, donc en Vizcaya, qui était à la recherche d'un mouliste qui était capable de faire ça, donc des moules pour injecter le silicone. Et on s'est lancé dans des projets R&D avec eux, qui était la production d'un premier moule silicone. La relation était très bonne, ça s'est bien passé. Bon. Ensuite, on a continué notre petit bout de chemin chacun de notre côté, chacun ayant un petit peu ses intérêts et ses voies à faire, on va dire. Et nous, le pas de plus qu'on a mené ensuite, c'était que pour continuer à avancer dans ce monde-là, on devait s'équiper des équipements pour nos clients, donc pouvoir tester nos moules. Et lorsqu'on a commencé à chercher un partenaire, parce que tout seul on n'était pas capable d'assumer ça, les coûts que ça imposait, lorsqu'on a commencé à chercher un partenaire, donc Sicaucho à ce moment-là n'était pas vraiment intéressé pour être ce partenaire-là, on a eu la chance que très rapidement après avoir eu la réponse de Sicaucho, il y a une autre personne qui se tournait vers nous. C'est le centre technologique Claire Tibaï, donc voisin de Sicaucho et aussi du Vizcaya, qui soit tourné vers nous pour nous dire nous ça nous intéresse,
ils étaient aussi un petit peu en crise vu qu'ils formaient des gens pour l'injection plastique et que l'injection plastique étant battant un petit peu des ailes, il fallait qu'ils trouvent des formations nouvelles, d'autres choses. Et donc ça les intéressait. À partir de là, avec l'Airtivaille, on s'est vite rendu compte que plus que nos deux entreprises, le Silicon Liquide pouvait être un domaine qui pouvait toucher beaucoup plus de monde et qui pouvait être une voie de diversification pour beaucoup plus de monde. Comme notre rayon d'action était assez faible, on s'était tourné à l'époque vers Biartian. Et donc, Olga n'en a pas parlé tout à l'heure, pour me laisser en parler maintenant. Et donc on a rapidement, avec Biartian a pris ça un petit peu entre ses ailes, pour voir qu'est-ce qui pouvait être constitué autour du silicone, est-ce qu'il était possible de créer une filière véritablement, une filière au Pays Basque. Et c'est là qu'on s'est mis un petit peu en recherche de toutes les entreprises qui pourraient être intéressées, et que progressivement, plusieurs entreprises, alors que ce soit des entreprises de tout le Pays Basque, plusieurs entreprises s'étant rapprochées, ça a mené à la création d'un pôle transfrontalier autour du Silicon Liquide. Alors ce pôle, c'est une aubaine parce qu'au tout départ, il a quand même permis de faire venir des spécialistes. Le Silicon Liquide étant assez méconnu, les entreprises avant de s'y lancer, elles voulaient en connaître un peu plus. Et c'est toujours difficile de faire venir un spécialiste assez frais. Donc Biartian a permis de mutualiser et de faire venir des spécialistes qui nous ont parlé dans les marchés, dans les techniques, un petit peu sur tous les aspects du silicone, et ça a permis en fait à plusieurs entreprises de s'intéresser de plus près à ça, et donc de constituer véritablement un pôle. À l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, dans ce pôle, il y a véritablement 5 entreprises qui sont actives. Il y a 2 entreprises de ce côté et 3 de l'autre. Il y a 2 entreprises biscayennes qui sont donc le centre technologique L'Airtivaille et l'entreprise Citaucho. Une entreprise guipuscoane à Idun, qui est Cauchocan. Ensuite une entreprise touletine, EBL à Moléon, et Olaveria à Ustanitz. Depuis, comment est-ce qu'on vit les relations transfrontalières? Je dirais, dans notre cas, nous, de manière assez évidente, assez simple, notamment parce qu'on a toujours Biartian qui est entre nous et qui nous permet très facilement de circuler les informations, mais aussi parce qu'on, petit à petit, entre toutes les réunions qu'on a suivies ensemble, on a appris un petit peu à se connaître, à savoir connaître les tempéraments des gens, mais aussi leurs besoins de leur entreprise. Et donc d'aller vers eux de façon plus facile, de cibler leurs besoins et eux-mêmes cibler mieux les nôtres et nos intérêts. Donc la relation est assez évidente et assez simple. Grâce notamment à Biartian et à tout ce projet-là. Donc le transfrontalier, ce que pourrait dire Olaveria à ce sujet, nous dans notre cas, bon, philosophiquement bien sûr ça a toujours été une volonté, mais c'était véritablement un intérêt. Et une fois qu'on trouve d'autres personnes intéressées, alors tout devient possible, tout devient même des fois assez simple. Peut-être plus simple qu'avec d'autres entreprises françaises ou des entreprises biscaïtaires avec d'autres entreprises espagnoles. Parce qu'on converge un petit peu vers la même chose. S'il faudrait dire au niveau des relations transfrontalières, le bémol et ce qui fait qu'il les freine, ce niveau-là, personnellement, je pense que c'est vrai que le plus grand frein, c'est encore la langue. Je vois ça de 2 façons. La première, c'est dans ma propre entreprise. Je vois les gens qui savent le basque ou l'espagnol n'ont aucun problème à travailler avec une entreprise de Biscaye, sont même contents de se retrouver à travailler avec une entreprise voisine qui habite à 50 km. Par contre, ceux qui ne savent ni le basque ni l'espagnol, très rapidement, ça les bloque. Ils ne vont pas être capables de communiquer avec eux, parce qu'en général, donc, les entreprises de l'autre côté ne savent pas le français, c'est très rare. Et donc, ça les bloque et ça les freine, que ce soit au niveau des clients ou au niveau des fournisseurs. Si on peut éviter, c'est mieux. Ils vont essayer, non, mais on a un fournisseur qui forcément travaillera mieux parce qu'il est à Lyon, forcément. Parce qu'inconsciemment, ce côté-là, je ne peux pas les communiquer. Si j'ai un problème, je ne vais pas pouvoir l'expliquer, on ne va pas pouvoir se mettre d'accord. Donc, ce frein de la langue, c'est le plus important.
Une fois que ce frein de la langue est franchi, et je vois donc de l'autre côté les salariés, les travailleurs qui eux maîtrisent ou le basque ou l'espagnol, eux par contre il y a beaucoup plus cette volonté. Ils se rendent compte qu'ils vont tomber sur un biscayen qui n'a pas le même basque que eux par exemple, mais qu'entre eux, entre Souletais et Biscayen, ils vont réussir à se comprendre et ça devient même presque un jeu. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a franchi la barrière de la langue, le transfrontalier devient évident. Je pense que devient évident et les intérêts sont rapidement communs. On trouve facilement des points d'intérêt communs à partir du moment où on n'a plus peur d'y aller. Et je crois qu'à l'heure actuelle, si le transfrontalier n'est pas aussi développé que ça, c'est par les problèmes de langue. Oui, je ne vais pas trop expliquer. En fait, dans le pôle, vous voulez dire. Dans ce pôle, on s'est retrouvé un peu toutes les entreprises de la filière. La filière du silicone, elle va être composée d'une part d'un centre technologique qui lui va réfléchir un peu sur la nature de quel silicone utiliser, quelle température il vaudrait mieux, un petit peu côté technologique véritablement. Ensuite, il va falloir faire un outillage, le moule, donc il va être propre à la pièce même. Et ensuite, il va falloir avoir un transformateur, une personne qui va utiliser le moule pour sortir les pièces en grande quantité et qui va attaquer les marchés. Voilà, donc en fait, dans ce point, on regroupe tous les acteurs de la filière, ce qui permet de répondre à un client potentiel de manière globale. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait peut-être une idée, qui se dit « Moi j'aurais une pièce que je pense qui pourrait se faire en silicone », et dans la filière, on peut lui répondre de A à Z, de l'étude technique jusqu'à la production de ces pièces. Donc il y avait la volonté de créer quelque chose de nouveau, mais à travers en fait la création d'une filière globale pour répondre entièrement à un client, à tous ses besoins. On a dit que vous allez fabriquer dans ces 5 entreprises différentes, chacune va contribuer d'une certaine manière à... Suivant les projets, chacun va contribuer d'une manière différente. Oui. Le groupe est basé là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont constitué à eux 5 une chaîne de valeur, comme le dit Nickel, de l'étude, du design, de la conception jusqu'à la production finale. Ça permet ici d'identifier cette région, indifféremment d'un côté ou de l'autre, comme un lieu où cette activité existe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Allemagne et l'Autriche sont des leaders, mais que aussi des clients sont à la recherche justement d'unités plus à taille humaine et pas être pris en otage, par exemple, par les Allemands ou les Autrichiens. Et donc, avec les spécialistes, les experts dont parlait Nickel, on a identifié ça. Ici, on pouvait créer une filière qui serait une alternative et qui pourrait capter certains clients qui en ont un petit peu ras-le-bol du système. Et qui voudrait une alternative au système allemand ou autrichien. Et donc, même si on ne capte que 2% du volume, ce serait super parce que voilà. Et donc, effectivement, ils se sont constitués, ils se font confiance. Par où que se fasse l'arrivée du client, le deal, c'est que ce client, il peut être mon client. Et j'ai pas la capacité à lui fournir ce qu'il souhaite. Donc l'idée c'est on le prend collectivement et on le traite collectivement. Et il se trouve qu'il y a peu de concurrence entre les 5 entreprises de fait, puisqu'il y a un liste, il y a un concepteur, designer, etc. Et il y en a qui sont positionnés sur de la petite série, d'autres sur de la très grande série, certains sur certains secteurs économiques et d'autres sur d'autres. Et je voulais juste dire que moi je rêve d'un territoire transfrontalier avec plein d'eau labellisée. Parce que franchement, avoir comme base philosophique que la proximité, que la collaboration et la coopération transfrontalière est évidente, que c'est ça qu'il faut faire, et qu'à chaque pas que l'entreprise, enfin je ne suis pas à l'intérieur de l'entreprise, mais ce que je vois de l'extérieur, à chaque pas qu'ils franchissent ou qu'ils décident qu'ils prennent, ils regardent le territoire Ego et Iparaldé comme leur territoire naturel,
Moi, je rêve de cloner l'Olaberia d'un côté et de l'autre. Parce que franchement, c'est excellent. Enfin, il y en a d'autres, hein, certainement, mais je veux dire, c'est vraiment dans la démarche. C'est-à-dire que les commandes, elles arrivent. Elles sont dirigées. Alors, ça démarre hein, pour l'instant ce call, mais le but, c'est deux possibilités, où elles arrivent par un des interlocuteurs de ce groupe, une des entreprises, ou qu'elles arrivent directement par l'entrée du pôle, qui est actuellement en Ilastosa de Biartian, et qu'ensuite, voilà. Oui, ou comment on est à peu près complémentaires, on n'est pas vraiment dans les mêmes secteurs, dans les mêmes quantités, naturellement, une demande s'oriente plus vers quelqu'un que vers un autre. Donc, vraiment l'animation de travailler là, ou le travail supplémentaire comme l'animation, Ouais. Mais à terme, ou est-ce que déjà dans les entreprises, vous avez des gens qui passent du temps à se travailler pour le moment, à travailler sur le pôle? Est-ce que ça a une influence sur l'activité de l'entreprise, ou est-ce que c'est pour le moment certains des dirigeants qui passent ce temps-là en plus sur C'est un peu des deux, hein. Actuellement, c'est sûr que la face la plus visible, c'est à travers Biartian, donc les premières consultations, tout ça véritablement pour ce pôle, ont été reçues par Biartian. Ensuite, il y a aussi un travail un petit peu interne de chaque entreprise, quand il lui arrive une consultation d'un de ses clients traditionnels, ne passe pas par Biartian, passe directement par lui, et qui donc lui va consulter les autres entreprises suivant ses intérêts. Biartian dans le dispositif d'allocation, c'est-à-dire que ce n'est qu'une transition, hein, c'est-à-dire qu'effectivement on a pris en charge la démarche commerciale pour le collectif, mais à terme, l'idée c'est que Biartian n'existe plus dans le mouvement économiquement, soit en créant une unité de commercialisation en commun, enfin par l'idée par la décision qui leur conviendra à nous. Qui continue à exister quand même pour pouvoir promouvoir d'autres. Ah oui, vous n'allez pas vous débarrasser de ça, c'est sûr. Enfin, j'espère. Non, dans ce projet-là. La collaboration fonctionne assez bien. On commence récemment. On a pu le démontrer. On a pris un jeune de l'Artivail, donc un jeune skater qui sortait du centre de formation de l'Artivail, qui avait fait son stage à Olaberia et qui est donc formé un petit peu pour les choses auxquelles on travaille, donc très naturellement, il est rentré dans Olaberia. Alors, il pratiquait le basque et l'espagnol, et pas du tout le français, bien sûr, l'anglais, bon, un petit peu quand même l'anglais. Et donc, un des premiers pas, ça a été de l'envoyer à la CCI pour prendre des cours de français. Ça devrait tous vous faire évoluer, chacun à... Bien sûr. Après, ces jeunes, ils arrivent, on en a pas mal sur l'Estia aussi, qui viennent passer entre 3 et 6 mois. Et ils arrivent sans savoir le français et l'espagnol, mais quand ils repartent, ils savent. Hein. Sans savoir le français, en sachant l'euskal et l'espagnol. Ils arrivent sans savoir le français, mais quand ils repartent, ils parlent plutôt bien. Hein. Ça fait combien? Ça fait 2. Ouais, après, depuis le début du stage, ça fait quand même 6 mois, des choses comme ça, mais ils parlent maintenant. Il peut téléphoner à des clients, à des fournisseurs en français, c'est pas. C'est pas insurmontable non plus. Et les autres entreprises, ça ne les motive pas là, pour se mettre à jouer à l'espagnol et le basque. Il faudrait les envoyer en stage de l'autre côté. Oui, mais bon, ça demande une volonté. Quand une personne passe 8 heures par jour devant sa machine à faire son travail, il n'a peut-être pas forcément envie, après ces 8 heures, déjà de prendre des cours, ou même pendant ces 8 heures, s'il ne voit pas directement l'intérêt, il a tendance à dire non, je fais bien mon boulot. La taille des partenaires, 17 les autres. Si tu as autre chose, c'est beaucoup. Je ne saurais pas dire quelle dimension ils ont en EPL, je crois que c'est une dizaine à Moléon. Caoutchouc prennent, je crois qu'ils sont une trentaine. Entre les deux unités, d'autres plus, cinquantaine en tout.
Gaucho, ils doivent être dans les 500 par là. Hein. Ils ont un petit département, c'est comme Oui. parce qu'ils ont une gamme de l'activité. Et les Artivailles, j'arrive pas. Non, Mais ils ont la formation centre, en même temps. ouais, voilà, c'est un centre de formation, je sais pas trop comment ils considèrent les associés, les non-associés.